le 13 octobre dernier, paraissait aux éditions Tiresias Michel Reynaud, ton nouveau livre, La nostalgie de l'Algérie française et l'OAS, qui est préfacé par Jean-Philippe Aoulia. Quelles sont les raisons qui t'ont conduit à écrire ce livre? Depuis les années 61-62, je suis très près les questions de l'OAS. Pendant mon service militaire, quand j'étais à Alger, je suis sorti indemne de 2 attentats de l'OAS, indemne physiquement, mais moralement, tu t'en... moralement, c'est des choses qu'on oublie toujours pas et qui restent profondément ancrées. Avec Jean-François Gavoury et Jean-Philippe Oudlaoudia, quand on a appris qu'à Versailles, il y avait la tombe de Gueldre et qu'ils allaient organiser une manifestation publique dans les rues de Versailles, on l'a su que la veille de cette manifestation, on a intervenu auprès de la préfecture de police, mais qui n'a pas eu le temps d'interdire la manifestation. Mais ils se sont promenés dans Versailles avec les drapeaux et les bérets verts, rouges, etc., pour aller rendre hommage à De Gueldre sur sa tombe, en mettant une gerbe avec les mots « On pense à toi sans cesse », OAS en bleu, blanc, rouge. Mon Dieu. Parce que, en fait, tu l'écris et tu l'assumes, la réhabilitation de l'OAS est en cours avec une complicité, en tout cas, un laisser-faire des autorités françaises. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Oui, et c'est progressif, mais maintenant, avec Macron, on a une quasi-réhabilitation tout à fait officielle du 26 mars 62. La manifestation de l'OAS à la rue d'Issy pour tenter de remettre en cause le cessez-le-feu qui avait été signé la semaine d'avant. Et par rapport à ça, Macron, en recevant toute une série de gens ayant des rapports avec l'Algérie, dont des enfants de pieds noirs ou des pieds noirs, explique comment cette manifestation. Et il oublie, et je mets beaucoup de guillemets à ce mot oublier, la présence d'un commando de l'OAS qui tire sur la troupe et la troupe qui répond. Or, personnellement, quand j'ai consulté les archives de Vincennes, j'ai trouvé un document qui donnait l'emplacement précis des membres de ce commando, ceux avec les fusils mitrailleurs, ceux avec les pistolets mitrailleurs qu'on tirait. Donc ces documents de ce commando, ils sont connus, ils existent, pas simplement dans le langage court mais dans la réalité concrète des archives détenues par l'armée. Oui. On rappelle, Henri, parce qu'on s'adresse aussi aux jeunes générations qui connaissent pas cette histoire, et des deux côtés de la Méditerranée, qui ont en tout cas des informations partielles. L'OAS, cette fameuse organisation armée secrète, en fait, elle s'est constituée en France et en Algérie en 1961. Parce qu'on a tendance à résumer au fait de l'intervention sur le sol algérien, mais la France était une zone de repli ou en tout cas de combat également pour les membres de l'OAS. Tout à fait, puisque en particulier le maire d'Évian, Camille Blanc, a été assassiné parce que il avait organisé l'hébergement pour les pourparlers en vue du cessez-le-feu. Quand tu as commencé cette enquête, puisque c'est un périple qui va t'emmener un peu partout en France, où on peut comprendre cette nostalgie de l'Algérie perdue, elle est au début basée essentiellement sur le pourtour méditerranéen, le sud de la France, l'endroit où beaucoup de rapatriés sont installés. On n'en trouve pas beaucoup dans le nord, mais on a quand même Strasbourg, on a Nantes, on a Angoulême, on a Bayonne, on a Caen, Bayeux qui sont dans le Calvados. Il y a Saint-Leu-la-Forêt qui est dans la région parisienne. Il y a donc Versailles. Il y a Paris aussi, parce que à Paris maintenant, avec la Macronie, le 26 mars, chaque 26 mars et chaque 5 juillet, il y a un dépôt de gerbes et il y a eu plusieurs fois
des ministres, des anciens combattants qui sont venus déposer une gerbe à la manifestation organisée par ces nostalgiques de l'Algérie française qui viennent déposer des gerbes au Quai Branly. Le travail que tu as fait, le travail mémoriel, il consiste à dire, attention, ne confondons pas, les auteurs d'attentats d'hier ne peuvent pas aujourd'hui être considérés comme des héros. La plus belle stèle, c'est celle-ci. Elle fait 15 mètres de large à peu près, 5 mètres de haut. Les 4 photos font 60 cm sur 80. Ah oui, Et quand, ça fait une belle taille. Hein. Et quand on arrive devant la stèle, on a les 4 visages en face. Portés en héros. Et ces 4 héros, c'est Bastien Thierry, qui a organisé les attentats contre De Gaulle, c'est Piet de Beccar, responsable de commando Delta de l'OAS, parmi les plus importants, et De Gueldre, les 4 qui ont été condamnés à mort et fusillés, parce qu'il y a eu d'autres condamnés à mort, mais qui se sont réfugiés en Espagne en particulier, ou en Amérique du Sud, pour échapper à l'exécution. Donc, cette belle stèle, elle est à Béziers. Alors, c'est pas Ménard qui a toute la responsabilité. Il y a presque, j'ai pas le détail, j'ai pas pu identifier le détail de la progression de cette stèle. Cette stèle devait exister au départ et elle a dû être complétée au fur et à mesure. Et puis la seconde stèle qui vient en second, à mon avis, c'est celle-là. C'est un poteau d'exécution avec l'exécuté qui tombe et en bas de cette... Les marquetaires d'Algérie. C'est aux fusillés, aux combattants tombés pour que vive l'Algérie française, qui est sur le... qui se trouve là. Si on n'est pas nostalgique, j'ai rien compris là. Et puis il y a les 4 noms des 4 condamnés morts. Les vraies victimes, finalement, elles n'ont pas été ni reconnues, ni indemnisées. Et en fait, on inverse les rôles de ces bourreaux, enfin de ces auteurs d'attentats, on en fait des héros. Et c'est dans l'espace public. Les deux sont dans les cimetières de la ville. Tout ce parcours que tu as fait, de ces endroits que tu as répertoriés, tu disais que quand tu as commencé en 2000, il y a une vingtaine d'années, on les comptait presque sur les doigts d'une main. Il y avait une quinzaine simplement dans les années 2000. Et aujourd'hui, il y en a, moi j'en ai repéré plus de 100. Et par exemple, c'est là, je l'ai découverte, mon livre venait d'être imprimé. Elle est intéressante parce que elle a été construite mise dans le cimetière de Montpellier en 2014. Et à cette époque, Patricia Miralles n'était pas encore ministre, mais elle était élue locale. Et même fille de Pied-Noir, dont le père, on dit qu'il a été responsable de l'OAS avant de venir. Elle est née en France. Dans son discours d'intervention, elle dit l'Algérie c'est la France en 2014. Et elle a été nommée ministre après avec Attal récemment, quoi. Et quand j'ai appris qu'à Houille, il y avait la remise de la Légion d'honneur au plus haut niveau à Élie Denoy de Saint-Marc, l'un des organisateurs du putsch d'avril 61, je suis allé voir là-bas. Le journaliste du Parisien qui me connaissait m'a demandé de faire un petit commentaire. À la suite de ça, j'ai eu une menace de mort qui m'a été adressée ici même, et une menace de mort sur mon site internet. Donc c'est anonyme évidemment. Ouais. Et quand j'ai écrit à la Fineur, le ministre qui avait remis cette distinction, en disant que c'était un scandaleux qu'on puisse honorer quelqu'un qui avait tenté de remettre en cause la République française. Il m'a dit oui, mais il m'a quand même répondu en me disant oui, mais un personnage qui a un tel passé, à un moment donné, même s'il fait un pas, je sais pas le mot exact, je sais plus, mais c'est l'esprit, même s'il fait un pas de travers, c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de l'honorer. Et comme si une tentative de putsch c'était une petite bêtise de rien, quoi. On essaie souvent de dissocier le rôle, la montée en puissance du Front National ou du Rassemblement National, comme il est
il mérite de l'appeler aujourd'hui. On peut pas, pour toi, on peut pas dissocier le lien entre l'OAS et ce parti politique. Ben, il y a beaucoup d'acquaintances parce que quand Le Pen a constitué le Front National à ce moment-là, il a été constitué par 2 ou 3 anciens collaborateurs nazis, mais surtout avec tous les responsables de l'OAS qui étaient au chômage, si j'ose dire. Oui, Et ils avaient un peu de temps disponible. Ils avaient plus d'activité de ce truc et c'est eux qui ont constitué la base essentielle du Front National de l'époque et dont un certain nombre ils sont toujours, quoi. Sauf ceux qui sont décédés. À Saint-Leu-la-Forêt, quand je allais prendre la photo de la rue de Notre-Saint-Marc, juste à côté, c'était pendant la période électorale, juste à côté, il y avait la photo de Bardella et Marine Le Pen, qui était juste à côté sur le mur d'à côté. C'est un très grand mur, il y avait que la plaque de la rue et l'affiche. Donc, on évoquait donc au travers de ton livre, de ton dernier livre paru il y a tout juste un mois de ça, La nostalgie de l'Algérie française et l'OAS. En fait, les combats, on parlait le combat de plusieurs associations. Tu t'associes, d'ailleurs, tu communiques souvent, tu te sollicites souvent pour intervenir sur cette question-là. On aurait tendance à penser que 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, tout ça est réglé. Non. Non, non, pas du tout. Mais je pense que ça vient aussi de cette période 2005, quand Sarkozy a voulu lancer la loi du 23 février 2005, dans laquelle il était demandé aux enseignants d'enseigner le rôle positif de la colonisation. Et c'est une période où ce débat s'est relancé sur le rôle de la colonisation et qui aujourd'hui est encore présent. Et je pense que c'est ce déclenchement qui a été relancé à ce moment-là, qui est à l'origine de tout ce mouvement auquel on assiste. Ces expressions de nostalgie, c'est pas que des stèles, c'est aussi des noms de rues, c'est aussi mais aussi des manifestations. À plusieurs endroits, ils utilisent le monument aux morts local, et pour faire des manifestations de commémoration de leur. Sur des lieux symboliques, tu évoques dans ton livre, dans le sud de la France, pour vendre, dont on connaît effectivement la symbolique, qui était en plus le port de départ des jeunes appelés vers l'Afrique du Nord et l'Algérie. Donc la symbolique, elle est pas sous-jacente, elle est réelle. De Parvente, c'était aussi le départ des troupes pour coloniser l'Algérie. Je voulais que tu réagisses sur la débaptisation récente à Paris de l'avenue Bugeaud. Moi, je suis un petit peu plus nuancé que sur ces questions, parce que je préférerais qu'on mette une plaque explicative du rôle de Bugeaud, etc., plutôt que d'effacer son passé. À un moment donné, retirer la plaque, c'est aussi retirer pourquoi Bugeaud a été apprécié et mis en valeur. Et à un moment donné, je dis, effacer ce passé, c'est aussi, c'est un peu dommage quand même, parce que en expliquant concrètement pourquoi il a été honoré, etc., on donne un aspect plus réel de l'histoire, alors que là maintenant qu'il a disparu, on va plus en parler du tout. Donc c'est un peu ça que je pense qu'un tout petit peu dommage, quoi. Dans les manifestations symboliques, tu évoques aussi dans ton livre l'Élysée qui reçoit en septembre 2021 18 jeunes, beaucoup de descendants d'acteurs de la guerre de la libération d'Algérie, dont l'arrière-petit-fils du général Salan. Alors, même si effectivement on n'est pas responsable des méfaits ou en tout cas des actes de ses parents ou de ses grands-parents, tu penses que c'est de nouveau une erreur de parcours? Si c'était que ça me gênerait pas. Le message, c'est quand même que le petit-fils de Salan, c'est un des principaux responsables des groupes algérianistes, ceux qui organisent les manifestations.
Donc, ce serait le petit-fils qui laisse simplement ses origines. Moi, ça me gênerait pas du tout, mais qu'on mette en honneur un des responsables de cette nostalgie, c'est là où je trouve un peu contraire aux valeurs républicaines de notre pays. En tout cas, ça peut être perturbant. Sans vouloir faire de publicité à tous ces gens-là, on va rappeler le passé de Jean-Marie Le Pen, effectivement, qui avait démissionné de son mandat pour s'engager dans l'armée, même si son passage en Algérie pendant la guerre d'indépendance est court en termes de temps, mais effectivement, la question de Jean-Marie Le Pen et la question qui est un des dossiers que tu portes avec tes amis, effectivement, la reconnaissance de la torture. En plus, il a torturé, y compris un peu à la Villa Suzini. C'est pas là où il a pratiqué le plus, mais en tout cas, voilà, il a quand même Le Pen n'a pas été à l'OAS apparemment. Il était présent. Oui, ben, je dis qu'il était sympathisant, on va dire. Ouais. Il était présent. Il était présent au moment de la constitution de l'OAS à Madrid, mais il n'aurait pas été adhérent à l'OAS. Je n'ai pas de confirmation ni de preuve, mais c'est ce qui semble dire. Mais par contre, il s'est basé sur les anciens de l'OAS pour constituer le Front National. Et se livrer à la pratique de la torture, qui est un des combats que tu portes avec beaucoup d'autres associations. C'est la prochaine échéance, au même titre que récemment, le président Macron, peut-être pour se rattraper, on ne saura pas, mais en tout cas, a reconnu un certain nombre de méfaits pendant la guerre d'indépendance. C'est important de ton vivant, de savoir toi en plus qui a été confronté à cette question. Mais c'est des reconnaissances au rabais, j'allais dire, parce que il reconnaît un par un en plusieurs mois les trois qui ont été torturés et exécutés de façon similaire pratiquement, même si c'est pas tout à fait le même la même type d'exécution, c'est quand même ils ont été exécutés tous les trois à très peu d'intervalle par les mêmes formations militaires, mais dans sa déclaration, ce qui est quand même aussi enfin moi je trouve que c'est scandaleux, c'est qu'il accuse simplement des responsables militaires, mais c'est quand même des militaires qui agissaient sur ordre du gouvernement de la France, et que à aucun moment la France n'a toujours pas reconnu aujourd'hui sa responsabilité dans tous les crimes contre l'humanité, la torture, les crimes de guerre comme l'utilisation du napalm ou les essais nucléaires, les crimes d'État, etc. Ça, c'est toujours pas reconnu, et même ça va plus loin quand Macron falsifie l'histoire par rapport à le 26 mars 62, quand il fait un geste soi-disant pour le 17 octobre, qu'est-ce qu'il fait? Son geste, c'est pas le 17, c'est le 16 octobre qu'il le fait 21 pour le 50e anniversaire. Et c'est pas au pont Saint-Michel, c'est au pont de Besançon. Et en plus, il accuse Monsieur Papon et non pas le préfet de police agissant sur l'ordre du gouvernement. Or, d'après le livre paru de la fille de Terre Noire, qui a publié les notes de son père ministre à l'époque, on a la preuve tout à fait officielle que la répression du 17 octobre a été organisée, enfin, elle a été décidée en Conseil des ministres. En tout cas, dans cette démarche, en tout cas, l'autre souhait d'apaisement des relations franco-algériennes. Une reconnaissance officielle de la responsabilité française dans tous ces domaines, quoi. Alors, on est quand même mal placé de critiquer ce qui se passe, par exemple, au Proche-Orient aujourd'hui, quand on a pas balayé devant sa porte, quoi. Je vois d'ailleurs, tu portes aujourd'hui ce badge solidarité à Palestine, parce que le retour au pouvoir d'un monsieur comme Donald Trump aux États-Unis laisse augurer
le jour de moments difficiles. inquiétante. Oui, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine. Hein. Et partout, parce Oui. que je sais pas. Mais tu en parles aussi parce que tu l'as vécu. J'ai plus de. De légitimité. Je sais pas si j'ai besoin de légitimité, mais j'allais dire, c'est que pour moi le racisme et le colonialisme, c'est là que, en allant en Algérie, j'ai découvert ce que ça représentait, parce que faut pas oublier que dans ces années-là, il n'y avait pas de télévision, pratiquement il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Et que les informations n'étaient pas connues comme telles. Moi, à l'école primaire et même au lycée, l'Algérie, c'était 3 départements français et on n'avait aucune cause, enfin aucun élément pour dire que c'était pas des départements français à part entière comme les départements métropolitains. C'est quand je suis arrivé à Alger que j'ai découvert la différence entre les deux populations, ceux qui avaient la reconnaissance de pieds noirs et d'Européens, parce que dans les pieds noirs, il y avait il y avait pas que des Français d'origine, il y avait beaucoup d'Espagnols, Italiens, Maltais, etc. Dedans, qui avaient un statut d'Européens comme Français, et les autochtones qui étaient des sous-citoyens et qu'il fallait tutoyer avec c'était pas un tutoiement amical, c'est un tutoiement de subordination, quoi. C'est là où on découvre la différence, quoi. Dans les combats que tu mènes, et en tout cas tu donnes de ton temps pour aller communiquer auprès toujours des étudiants, en fait, des jeunes personnes, pour leur parler de ton expérience, pas que de la Villa Suzini d'ailleurs. Oui, je vais le faire dans peu de temps dans une école. La date n'est pas arrêtée, mais c'est dans les prochains jours qu'on arrête la date. Et puis ça arrive au fur et à mesure, quoi.